qu'il est temps de se repentir. C'est à la Tchoukami que tu dois finir. Prête allégeance au-dessus de savoir. Ainsi ton savoir grandira. Venez confesser vos excès de caresses, car sur Patreon impossible que tu te blesses. Pour la modique somme de 6 euros, pas cher, tu deviendras beaucoup plus beau. Allez, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le nouveau podcast numéro 333, avec une question d'un patriote, Julien Phare. Julien il a le titre honorifique de premier acheteur du jeu Les Dessous du Trail, que ma compagne a réalisé, et nous avons pu lui donner à Chamonix, si je me souviens bien. Voilà, donc une livraison éco-responsable en plus, incroyable. Le seul et unique jeu de cartes dans le trail, voilà, il n'y en a pas d'autre. La concurrence n'existe pas. Question de Julien: virer, licencier des soi-disant professionnels. Donc une question en rapport avec la décision de la Cour des comptes de supprimer 100 000 postes de fonctionnaires. Donc là, Julien, en fait, veut supprimer des postes d'athlètes professionnels dans le trail pour faire des économies et proposer des produits moins chers aux gueux, puisque, ce que nous allons voir dans ce podcast, peut-être certains athlètes, entre guillemets, professionnels, puisque pour beaucoup, c'est évidemment de la flûte, ne méritent pas l'argent qu'on leur donne. D'ailleurs, vous remarquerez, on ne donne pas les montants. Bon, alors après, c'est normal, on est en France, gagner de l'argent, c'est mal, c'est très très mal vu, il faut tous que vous soyez extrêmement pauvres pour pouvoir continuer à vous plaindre tout le temps. Là, vraiment, si vous donnez votre salaire et qu'on vous donne 60 000 euros pour faire du sport, vous êtes vraiment la pire des ordures. Donc, on ne donne pas les chiffres, on les garde secrets, et surtout, il faut pas le dire. Avant cela, j'ai oublié ces 2 dernières semaines de remercier les nouveaux patriotes. Du coup, je le ferai pas. Mais on va passer à ceux de cette semaine. Donc merci au retour de Corentin Roux, bien sûr, qui n'a pas pu se passer de moi pendant plus de 2 mois, c'est normal. Et puis sinon, le retour, voilà, de Mister Dava, que vous allez bientôt entendre d'ailleurs. Sinon, Simon Latulipe, L'Aube, Mathieu Loipre, Baptiste Lemonnier, Elwan Bernier, Cédric Loé, Céline Duhasard, Patriote Féminine, Jeff Vialel, Thomas Talbot, Jérémy, Sébastien D'Angelo, tout de suite assez actif d'ailleurs, David Mioche, Goulou NRV, Théo Cangemini, Enzo Delcorde. Alors là, j'en ai un Triple Freak Vision, donc je ne sais pas ce que c'est. Gilles Barla, Simon Coton, Damien Givry, Romain Thierry, Alexis Martin, Rémi Grégoire, Guillaume Régnier. Et le retour, mais je crois que c'est simplement un réabonnement, de Solène Guérin. Alors, Princesse Maillot, j'avais oublié. Nous avons un problème depuis plusieurs temps sur cette plateforme qui est Patreon. Déjà, je ne vous l'ai pas dit, mais la plateforme me prend facilement 15%. Quand on rajoute après une légère taxe pour faire le virement, bah oui, hein, quand on rajoute, alors c'est normal, une déclaration auprès de l'administration fiscale française qui en profite elle aussi pour faire un prélèvement un peu plus élevé que la plateforme, ça fait finalement beaucoup de gens qui se servent, entre vous qui vous abonnez et moi qui reçois l'argent. Nous allons donc supprimer des intermédiaires. Alors on peut pas supprimer l'administration fiscale française, même si c'est extrêmement tentant, puisqu'ils ont des moyens pour se venger qui sont dubitatifs. Donc nous allons continuer à déclarer ce montant de manière solennelle, mais nous allons nous affranchir d'un autre gros gourmand qui est la plateforme Patreon. Et oui, ce truc va disparaître. Alors, c'est une décision qui est pas facile à prendre, puisque en supprimant le Patreon, je peux pas vous supprimer, il va falloir que vous vous désabonniez,
et vous réabonner à autre chose. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce donc ? Eh bien, mon nouveau site web proposera des abonnements. C'est un site internet que personne d'autre n'aura en trail, donc je serai au-dessus de n'importe quelle concurrence. Il sera beaucoup plus performant que tout ce que vous avez pu voir jusqu'ici. Quand vous tapez le nom d'athlète en trail, bon déjà, il y en a 10% qui ont un site web qui leur est dédié. Et voilà, il y en a un ou deux qui sont plutôt agréables à regarder, mais au final, il n'y a rien à faire dessus. Le mien va être une véritable console de jeux vidéo. Il va héberger absolument tout le contenu que je proposais sur Patreon. Évidemment, si vous êtes un gueux, vous ne pourrez que voir les titres. Et vous allez être alléché par autant de choses croustillantes à vous mettre sous la dent. Et du coup, clac, je vais vous accrocher comme ça et vous allez vous abonner. Et ce système d'abonnement fonctionnera beaucoup mieux parce qu'en fait, vous allez arrêter de vous faire jarter parce que votre carte bancaire ne marche plus. Vous allez pouvoir vous réabonner de manière simple parce qu'aujourd'hui ça bug sans arrêt, c'est infernal. Quand vous envoyez un message au service client, il répond, mais il répond en beaucoup trop de temps par rapport à ce que je lui donne chaque mois. Donc c'est pénible. Donc voilà, patreon.com. Bon, vous avez été utile un moment, vous me gonflez depuis un certain temps, hop, c'est bon. Vous allez disparaître. Et on va faire sans vous, alors je vous dis ça, mais ça va prendre un petit peu de temps. Et je remercie donc notre patriote, Guillaume Catrice, avec son agence, Digitwist, qui va m'aider à faire ça. Et ça va être de la balle. Voilà. En attendant, on continue sur Patreon. Ce vendredi, magnifique, vous aurez la visualisation du film de Notre-Dame de la Gorge. Alors pour vous teaser un petit peu le truc, qu'est-ce qu'on va y retrouver ? L'installation des différentes activités nocturnes. Le rassemblement, je sais pas combien ils étaient, des patriotes, là je dirais une trentaine à vue de pif. Quelques petites interviews sympas. Bien sûr le passage des coureurs. Ça dure 22 minutes. Ça va être très sympa. Et le film a été monté par Loïc Bourdon, qui est un patriote suisse, que j'ai aidé un petit peu dans le montage via une légère rémunération financière. Et Loïc va se lancer un petit peu comme ça dans la réalisation de films. Alors je vous rassure, il part pas de zéro. De toute façon, vous le verrez quand vous regarderez ce qu'il nous a proposé. Donc voilà. Si vous avez des petits projets en trail et qu'il vous faut quelqu'un pour filmer, écoutez, regardez sur Patreon ce que nous propose Loïc, et si ça vous plaît, on mettra bien sûr son petit mail de contact dans la publication. Et alors après, quand j'aurai mon site web ultra puissant, là on fera des trucs un peu recommandations du Duc, là ça va être au-dessus, quoi. Quelques news, sinon, c'est ce club FFA, écoutez, qui prend forme, donc Duke Army, c'est le nom du club, qui dénote, avec les autres clubs FFA, je ne vais pas vous le cacher, et encore, tout le monde n'a pas vu les maillots du club. Voilà, c'est très impressionnant, ça y est, ça fonctionne, vous pouvez vous inscrire. Alors, je n'ai pas tout à fait compris les gens qui me contactaient, sans être patriote, pour s'inscrire à mon club FFA. Puisque, en fait, ce club ne propose absolument rien. Hormis une licence, bien sûr. Mais, en fait, si vous adhérez pas au truc, à la communauté, je vois pas pourquoi vous venez dans ce club. D'ailleurs, ça ne marche pas, il y a pas de... Bon, j'ai pas compris. Oui, c'est réservé aux gens, abonnés, je sais pas, qui participent au forum, qui échangent entre eux, voilà. Sinon, on s'en fout, en fait. En fait, qu'on soit 10 ou 150, ça, moi, ça me fait ni chaud ni froid. Donc, il n'y a pas vraiment d'utilité particulière, vous aurez aucun encadrement, vous aurez rien. Vous allez juste payer, en fait. Et, pour les membres de la communauté, c'est le bonheur d'exhiber une licence complètement what the fuck, avec écrit dessus Duke Army, tout ce qu'il y a de plus officiel. C'est quand même très amusant. Voilà. Un petit point, donc mon site internet actuel en fait a été dépassé via l'hébergement, le serveur, ceci, cela, donc oui. On
On va polluer avec des serveurs beaucoup plus gros. Mais c'est une pollution qui n'est absolument pas dénoncée par tous les zigotos du trail, parce que c'est pas de la voiture, donc ça va, on peut le faire, donc je vais le faire, et puis personne ne va rien dire. Donc en attendant, le site plante énormément, hein, donc voilà, tant que le nouveau est pas là, l'autre va continuer à planter régulièrement. Il y a une fenêtre pop-up infernale, donc le nom de domaine a sans doute été hacké. C'est pour ça que le nom de domaine va changer. Et je vais investir dans une protection, on va dire protectrice. Donc en attendant, voilà, pour celles et ceux qui veulent commander des trucs, passer sur le forum, faire tout ce qu'on faisait habituellement, voilà, je sais que ça marche pas bien, mais la révolution est en marche. Comme dirait c'était François Hollande, le changement c'est maintenant. Et oui, c'est maintenant, voilà, allez on y va. En attendant, vu que j'ai fait des petits soldes, parce que y avait absolument aucune occasion de le faire, donc je les ai fait, hop, le contre-pied, sur les anciennes chaussettes en 39-42, parce qu'il m'en restait pas mal, et donc le design d'avant, et sur les manchettes. Voilà. Et j'ai vu que quelques-uns en avaient profité un petit peu, donc je le dis, que ça videra le stock. Alors, normalement, j'aurais dû recevoir les t-shirts il y a une dizaine de jours, qui sont réalisés dans un atelier de couture, hein. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, à Albertville, en Savoie, et ça a merdé un petit peu. Donc, normalement, ils quittent l'atelier demain, jeudi 3 octobre. En général, ils me livrent en chronopost, donc je les reçois le vendredi 4, parce qu'il y a 40 km entre nous. Mais vendredi 4, je suis sur le live Nice by UTMB, donc le fameux trail business, comme le dirait Nicolas Darmaillac. C'est la honte absolue. Et j'y participe, voilà, je suis vraiment un connard. Et je m'enrichis en plus là-dessus, donc vraiment, je suis une personne horrible. Et d'ailleurs, tous les gens qui vont voir le live vont évidemment se plaindre du fait que je suis pas assez bon. Voilà. Donc je suis sur le live vendredi et samedi. Vendredi sur le live, vous aurez le 100 miles, puisqu'il part à midi, de la magnifique ville d'Oro. Une ville dédiée au trail business d'ailleurs, comme vous pourrez le voir sur les images, avec leurs 300 habitants. Et le live, samedi, nous aurons normalement le 100K. Alors juste le départ, parce qu'après rapidement on va partir sur le 50K. Et puis tout au long de la journée, on aura des images à la fois du 100, du 50 et du 100 miles. Et normalement, on va finir assez tard samedi soir, puisque la Pro Trail Runner Association, qui regroupe des sportifs qui ont plus ou moins rien à foutre de leur journée, et qui veulent du coup dire aux autres ce qu'il faut faire pour être respectable dans la vie, nous force en fait à filmer les 3 premières dames. C'est-à-dire qu'avant l'année 2024, on filmait ce qui était intéressant. Donc on filmait la course, alors évidemment là on filmait les femmes, on filmait les hommes, on filmait tout le monde, on filmait la course. De manière plutôt équitable d'ailleurs, et l'organisation avait réalisé un décompte, nous avions passé plus de temps à filmer des femmes que des hommes. Alors, on s'en fout, mais c'est une donnée que je vous donne. Et puis pour la Pro Trail Runner Association, il était visiblement inacceptable qu'on ne filme pas le podium d'âme à l'arrivée. C'est inacceptable quand vous avez des compétitions entre guillemets classiques qui se finissent plus ou moins à la même heure. Le problème qu'on a sur l'Ultra Trail, c'est qu'on peut pas en faire 50 dans l'année, c'est que des favoris, il n'y en a pas des milliers, et du coup, il arrive de manière assez fréquente que sur ces Ultra Trail, nous n'ayons pas forcément un niveau très élevé, et donc on filme la première dame, et puis sur un ultra trail, la deuxième, elle peut avoir 1 heure de retard, et la troisième, elle peut avoir encore 1 heure de retard. Ce qui fait que finalement, le live, au lieu de durer 10 heures, va durer 12-13 heures. Par rapport aux années d'avant. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, c'est un peu long pour les équipes sur place, donc il va falloir les augmenter. C'est en train de se faire progressivement. Bon, pour nous, speakers derrière l'écran, c'est pas très grave, hein, on reste assis à commenter plus longtemps des images.
Mais du coup, la pression des arrivées retombe un peu, et je ne sais pas ce qui est proposé pour l'instant, met vraiment en valeur les dernières compétitrices du podium qui vont arriver. Je m'interroge un petit peu. Bon, ça encore, c'est du détail. Mais ensuite, sur la relative débilité de cette association de gens qui s'ennuient, on a eu le départ de l'UTMB cette année qui, moi, m'a personnellement vraiment choqué. Puisque, donc, pour vous expliquer, vous avez un premier sas où vous avez les coureurs vraiment de très bon niveau, les très grands favoris, bon, qui ont tous été battus par Vincent Bouillard, mais admettons. Donc, ils sont une 60aine. Et dedans, vous avez, je sais pas moi, 45 hommes et 15 femmes. Parce que, en fait, il faut faire partir les gens par niveau physique pour qu'il y ait une fluidité au départ. Et tu peux faire ce que tu veux, les chiffres sont là. Au départ de l'UTMB, il y a 12% de femmes. Donc elles sont largement sous-représentées, ce qui est dommage puisqu'elles sont très fortes. Donc on les encourage vivement à s'inscrire de plus en plus parce qu'elles défendent tout à fait leur place par rapport aux hommes. Ça, y a pas, en plus, plus l'effort est long, en général, plus elles gèrent mieux par rapport aux débiles qui partent trop vite et qui sont systématiquement des hommes. Mais voilà, pour l'instant, il y a 12% de femmes au départ, donc on est obligé de composer avec cette statistique. Ce qui fait que dans le groupe de tête, il faut respecter plus ou moins la même chose. Enfin, en tout cas, ce qu'il faut, c'est que tout le monde parte par rapport à sa vitesse. Peut-être pas sa VMA, mais sachant que dans le premier kilomètre, ça se court à 17 km/h à l'avant. Si vous mettez quelqu'un et sa VMA c'est 17,5, c'est peut-être pas forcément lui rendre service. Je dis ça comme ça. Et puis après, vous avez un sas numéro 2, là on est à peu près 200. Et là, je saurais pas vous dire, c'est vrai que c'est un petit peu le foutoir. Bon, il y a des hommes, des femmes, voilà. Le niveau, même chez les hommes, voilà. On en a 200, donc le niveau est assez disparate. Et cette année, ce qui s'est passé, il y a eu 2 problèmes. Problème numéro 1, et tout ça a été dicté par la Pro Trail Runner Association. Problème numéro 1, on a fait les femmes côté gauche, les hommes côté droit. Là, tout de suite, vous pensez école de filles, école de garçons. Donc la mixité, hop, on a fait une croix dessus. Alors moi, comme j'étais derrière les femmes, j'étais un petit peu énervé parce que je voyais des gens devant moi qui allaient moins vite. Puisque en 2023, quand je fais 22e de l'UTMB, il n'y a pas de femmes devant moi. Je me dis, bon là, vous m'en mettez 15, c'est un peu pénible. Et deuxième problème, et là c'était ce qui était choquant, parce que à la limite, tu fais les femmes à gauche, les hommes à droite, je trouve ça ridicule, parce que du coup on enlève la mixité, on les sépare, on sépare les femmes des hommes. Et le deuxième problème, c'est qu'on est venu chercher des femmes dans le sas numéro 2 pour les mettre dans le sas numéro 1. Donc on a pris des personnes qui n'avaient pas le niveau pour être dans le sas numéro 1 et on les a mis quand même dans le sas numéro 1. Ça m'a beaucoup étonné, en mal évidemment. Surtout que ces dames n'avaient pas envie d'aller dans le sas numéro 1 parce que elles ne veulent pas partir devant, elles veulent partir à leur vitesse et plus ou moins à leur place pour justement ne pas partir trop vite, pour gérer leur effort et après remonter. Et quand on voit la stratégie de Rootcroft, qui est partie très doucement, eh bien, il faut faire ça. Et donc là, il y a des personnes de l'UTMB qui, recevant des mails complètement stupides de la Pro Trail Runner Association, ont été forcés de venir physiquement chercher des femmes dans le sas numéro 2, de les prendre par la main et de les amener dans le sas numéro 1. Moi, à ce moment-là, j'ai vu un éleveur qui s'occupait de son bétail. J'ai vu des gens physiquement tirer par la main des femmes pour les amener du sas numéro 2 au sas numéro 1.
dans le but de faire la photo du départ avec autant de têtes féminines que de têtes d'hommes. Donc là, on est vraiment sur du bétail. Donc il y a des personnes, parce que personne ça veut dire femme, ça veut dire homme. Il y a des individus qui sont partis dans le SAS numéro 1 avec des cotations à 680. Derrière ces individus, vous aviez des cotations à 850. Par exemple, mon frère. Donc mon frère qui termine 14e de l'UTMB a dû partir derrière des individus qui ont une cotation de 170 points inférieure à lui pour faire plaisir à une association de trailers qui n'ont rien à glander de leur journée à part gérer leur bétail. J'ai été choqué par ce procédé et je pense que la Pro Trail Runner Association ne va pas s'arrêter là et va continuer dans le délire. Je vous encourage à suivre leurs bêtises. Voilà, dans un futur relativement proche, ils empêcheront les coureurs réguliers de partir avec les coureurs entre guillemets élites, mais qui finalement pour la moitié sont des tocards. Voilà, ça c'est des choses qui sont dans les tuyaux. Parce que je reçois les mails, moi. Donc je suis évidemment pas dans cette association de guignols, mais de temps en temps, voilà, il y en a un qui me transfère le mail, tu vois. Donc j'ai les yeux dessus. Et le problème de cette association ridicule, c'est qu'ils vont se heurter à des personnes influentes, comme moi, comme Casquette Verte, qui vont évidemment trouver ça d'un mauvais œil, et qui vont les tacler de manière publique, voilà, avec les 7000 écoutes que nous aurons encore aujourd'hui. C'est un premier tir qu'on leur met. Et vous remarquerez que j'ai même pas parlé d'écologie, donc on pourrait en faire 1 heure. Donc je me suis perdu, voilà, bon, on va s'arrêter ici pour l'introduction. Mais vous allez voir. D'ailleurs c'est fait sur les Golden, les athlètes réguliers, régulars, les gueux, c'est les gueux, en gros c'est les gueux, c'est le peuple, voilà, vous dégagez. Vous partez plus avec les athlètes élites. Vous êtes là juste pour acheter du matos, payer des dossards, et vous laissez les élites faire leurs courses, ok ? Barrez-vous maintenant. En gros c'est ça qu'ils vous disent. Ouais, mettez-moi des likes sur Instagram, mais surtout venez pas me serrer la main sur le salon parce que vous allez me refiler vos microbes, bande de merde. C'est le discours de la PTA. Vous allez voir. Vous allez dégager des pelotons élites. Ils vont partir avant vous. Comme au marathon du Mont Blanc. Un groupe de femmes part avant un groupe d'hommes. Et ensuite, on a les gueux. On a les bouseux, les puants, les gras du bide, les sans-dents. Ceux qui sentent un peu la pisse, ils sont là, ils sont derrière. On les a séparés des beaux élites avec les belles jambes bien rasées, bien musclées. Oh, la petite crème qu'on leur a passée là. On les a frottés là. Hop, le t-shirt The North Face. Le selfie, tac, les lunettes. Wow, doblo o nada. Mec, t'as abandonné l'UTMB 4 fois de suite. Qu'est-ce que tu me racontes ? Pourquoi tu fais des stories ? T'as abandonné 4 fois de suite. Arrête. Rends l'argent. Donc voilà, c'est évidemment ridicule. Mais ça va avoir lieu. Ça se déroule sous vos yeux. On l'a déjà fait au marathon du Mont Blanc. Vous allez tous fermer votre gueule. Alors. Donc Julien veut licencier ces gens et il a bien raison. Déjà, on va rappeler ce qu'est être professionnel. Et on va vous expliquer pourquoi certains athlètes professionnels ne sont pas des professionnels, mais des profiteurs. Être professionnel, c'est quoi ? Un athlète professionnel dans n'importe quel sport compétitif, moi je prends souvent l'exemple du cyclisme parce que je pense que les meilleurs sont là. Le ski de fond aussi, on pourrait en parler. L'athlète professionnel se réveille de manière naturelle le matin et il ne met pas de réveil. D'accord ? Il prend son petit déjeuner. Il fait quelques mobilités articulaires. Pour certains, ça peut être aussi du yoga, de la méditation. Voilà, il a un petit temps réservé à sa santé, on va dire. Ensuite, il a son entraînement matinal. Donc voilà, c'est une séance longue, c'est une séance d'intensité, c'est une séance de renforcement musculaire. Voilà, il a un temps dédié à l'entraînement matinal qui peut être à la journée, pourquoi pas. Derrière cet entraînement, il mange.
Après avoir mangé, évidemment, ils se reposent un petit peu pour digérer. Alors certains vont faire la sieste, d'autres vont lire un petit peu. Ça peut être aussi à ce moment-là où on prend le temps de répondre à ses fans sur les réseaux sociaux, pourquoi pas. Ou d'échanger avec ses managers, fucking community managers, a real pro estate managing supervisor, qui gère les réseaux sociaux pour vous. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Parce que vous êtes très connu, vous pouvez pas tout faire tout seul, pourquoi pas ? Donc c'est à ce moment-là. Et puis ensuite, il y a le deuxième entraînement de la journée. Ou alors, s'il n'y a pas de deuxième entraînement de la journée, parce qu'il y avait besoin de s'entraîner qu'une fois, parce que c'était en fait une sortie longue, parce qu'il y avait repos, parce que ceci, parce que cela, c'est un temps qui va être dédié à la récupération. Donc là, on peut imaginer tout et n'importe quoi. On peut imaginer de la cryothérapie, des bottes de pressothérapie. On peut imaginer simplement lire un livre allongé sur son lit, donc ça repose aussi. Un massage réalisé par un professionnel, des automassages réalisés par un rouleau qu'on fait soi-même. Des étirements dynamiques, des étirements statiques, voilà, ça dépend un petit peu de ce qu'on est en train de faire à l'entraînement, etc., etc. Éventuellement, derrière, il y a un goûter, après, on prévoit l'entraînement du lendemain, où est-ce que je vais m'entraîner, quel parcours, ok, tac, il y a peut-être aussi un moment d'échange avec le coach, parce qu'un athlète professionnel, on pourrait presque supposer qu'il échange quotidiennement avec son coach. On parle de la VFC, c'est 10 minutes le matin au réveil, hein. C'est pas, ma montre, elle m'a dit que... Non, ça c'est de la couille. La VFC, c'est 10 minutes le matin au réveil, on se fait chier, voilà. Puis après, en fait, on informe son entraîneur des sensations du jour et lui, il réaffine l'entraînement. Donc en fait, vous ne pouvez rien, si vous êtes vraiment professionnel et que vous travaillez à la VFC, vous ne pouvez rien programmer dans votre journée, puisque votre journée se programme le matin à 8h avec votre entraîneur en fonction de votre VFC. Donc il n'y a pas de, moi je travaille à mi-temps. Non, ça n'existe pas dans un monde professionnel, ça n'existe pas. Et puis après, vous vous couchez, évidemment, à 21h30, 22h, pas plus tard. Voilà. Ça, c'est... Ah si, on peut se coucher un peu plus tard, ça dépend, il y en a qui ont des facilités à dormir jusqu'à 8h le matin, mais... La plupart des gens en ultra-endurance, donc j'écoutais le podcast de Cyril Forestier, la Courir Mieux, avec Guillaume Millet, parce que j'adore Guillaume Millet, et il disait que voilà, c'est quand même très très rare qu'on ait des gens dans les sports d'ultra-endurance qui ne soient pas, entre guillemets, du matin. Je vous invite à écouter ce podcast, il dure 1 heure, c'était vraiment... C'est toujours vraiment cool d'écouter Guillaume Millet qui vulgarise extrêmement bien. Voilà, il nous a encore parlé de sa chasse d'eau, donc ça j'adore évidemment. Donc voilà, ça c'est ce qu'est un professionnel en fait. Le problème dans le trail aujourd'hui, enfin c'est pas un problème, hein, mais ce qui se passe dans le trail aujourd'hui, c'est que vous avez des gens qui ont un travail. Fatigant, pas fatigant, à mi-temps, pas à mi-temps, à 80%, nanani nanana. Ces gens-là, parce que je pense qu'ils sont très forts de base, ou pour tout un tas de raisons, sont devenus bons dans leur sport. Et donc, le sport étant relativement neuf, ils sont devenus bons dans leur sport parce qu'ils étaient plus forts que les autres amateurs, et donc ils ont pu leur taper dessus et finir devant. Et à ce moment-là, c'était eux devant, donc ils ont attiré des sponsors qui viennent les sponsoriser pour obtenir un peu plus de visibilité. Donc voilà, t'as quelqu'un qui gagne une course, si je suis l'équipementier Scott, ce qui me fait plaisir, c'est que le mec en haut du podium, il soit habillé en Scott. Comme ça, tout le monde voit que Scott est sur la première marche du podium. Voilà, c'est simple, c'est ça le sponsoring. Donc on est venu sponsoriser ces gens. L'industrie du trail running se développe. Alors, dans le cerveau de certaines personnes, c'est une mauvaise chose. Dans la logique, ça crée de l'emploi. Voilà. C'est comme de dire Bernard Arnault rend l'argent. Ah pas de problème, attends, je vais fermer mes entreprises et puis tiens, tu vas me raconter après comment ça se passe sur le marché du travail. Oui, évidemment, on aimerait tous qu'ils partagent un peu plus, mais bon, voilà. Donc l'industrie du trail running se développe, de plus en plus d'emplois sont créés, de plus en plus d'argent s'échange, etc. La vélocité de la monnaie, cher le gars, hop. Et effectivement, en fait, au début, on donnait juste des vêtements et des chaussures aux meilleurs coureurs.
Et petit à petit, on s'est mis à leur rembourser les frais de route, leur payer leur dossard, leur donner un petit cachet, et depuis quelques années, on arrive pour quelques personnes à obtenir des revenus qu'on pourrait qualifier de professionnels qui vous suffisent à vivre. On va dire aujourd'hui, pour vivre, il vous faut 50 000 euros bruts par an. Et encore, là, il faut pas avoir trop d'enfants. Bon. Oui, parce que, attention, sur les 50 000 euros, il y a l'État français qui passe. Hop là, il récupère une petite partie. Ça dépend après comment vous vous démerdez avec votre comptable. Mais vous ne touchez pas. Entre le sponsor qui donne 50 000 et votre compte bancaire, il y a une étape. Voilà. Il n'y aurait pas la même chose à la fin. Après, c'est normal, c'est de l'impôt. Tout le monde en paye. Voilà. C'est normal. On peut discuter du montant, mais c'est normal. Et donc, ce que propose Julien, qui a été perturbé à la fin de cette UTMB, puisque beaucoup de grands favoris ont abandonné. Alors après, on va revenir sur les abandons, parce que tu peux abandonner une année et rebondir l'année d'après. Certains abandonnent chaque année. Bon, là, c'est un peu plus problématique. Et ce que voulait dire Julien, c'est, voilà, est-ce qu'il faudrait pas réduire la voilure sur certains contrats, parce que finalement, ils utilisent mal l'argent, nanana. Alors, oui et non. Comme d'hab, c'est un peu oui et non. On est en train d'avoir un phénomène intéressant qui arrive déjà cette année, mais qui va s'amplifier l'an prochain. Parce qu'il y a eu des contrats de 2 ans, il y a eu des contrats de 3 ans, avec des montants assez élevés, mais on peut peut-être pas forcément parler de professionnalisme encore, sur de jeunes coureurs. Des jeunes coureurs qui ont réalisé des grandes performances, et on a dit, ouais, lui, c'est une nouvelle pépite, un nouveau crack, hop, on lui file un sacré montant à l'année, et au bout de 2 ans, en fait, le mec n'a pas progressé. Voilà. Alors, en fait, souvent, le problème du jeune coureur, c'est qu'il va faire des petites erreurs. C'est normal. Quand vous faites quelque chose, vous démarrez quelque chose à l'instant T. Et de l'année N0 jusqu'à l'année 10, vous allez faire énormément d'erreurs entre l'année 0 et l'année 2 ou 3. Et après, vous allez apprendre de vos erreurs et vous n'allez plus en faire le reste du temps. Ce qui fait qu'un jeune coureur, potentiellement, est très susceptible de faire des erreurs. C'est normal, il apprend. C'est normal. Et voilà, tu fais 2-3 erreurs, des boulettes, des trucs, des machins. Finalement, au bout de tes 2 ou 3 ans de contrat, il n'y a pas eu spécialement de progrès. Voire même parfois, il y a eu des régressions. Donc là, tu peux te poser la question, qu'est-ce qu'on fait ? On les vire, on leur donne moins Bon, si le contrat est fini et que ça s'est mal passé, voilà, souvent, tu le reconduis pas, c'est réglé, tu vois. Mais c'est intéressant parce que il y a eu une vague pendant, je sais pas moi, 2021, 2022, peut-être 2023. Ouais, lui, il est jeune, nanana, ouais, il a fait tel résultat, c'est trop bien, vas-y, je le signe, je lui donne temps. Et puis 2 ans après, tu regardes ce qu'il a fait, tu fais, mais en fait, pourquoi je lui donnais de l'argent ? Le mec te dit, ouais, je communique sur les réseaux. Donc tu le prends en 2022, il a 10 000 abonnés sur Instagram, tu le prends en 2024, il a 11 000 abonnés. Tu dis, mais gros, quelle a été ta stratégie de développement là ? Parce que c'est de la merde. Je sais pas, j'ai posté des photos. Non mais attends, t'as pas de plan de communication ? Mais t'es un naze. Avec l'argent que je t'ai donné, t'as pas embauché quelqu'un ? Mais tu mérites des claques. C'est comme ça qu'il faut réagir. Donc ouais, effectivement, on pourrait réduire la voilure. Alors, c'est vrai que cette année, on a eu un échec particulier des coureurs professionnels, puisque quand je prends le top 10 de l'UTMB à l'arrivée, les coureurs professionnels ont eu beaucoup d'ennuis. Alors après, comment tu peux en vouloir ? Donc je vais prendre celui qui est le plus connu, c'est Mathieu Blanchard. Il a abandonné parce qu'il a une très ancienne pathologie au niveau du tendon d'Achille, je me rappelle plus, là, il en avait parlé, j'ai oublié, qui s'est réveillé en fait un peu avant la course. Et donc évidemment pendant la course, voilà, il a pas pu, voilà. Mais tu peux pas lui en vouloir parce que on va rappeler un petit peu Mathieu Blanchard, qu'est-ce que c'est ? Mathieu Blanchard, c'est une 4e place en 2023 à l'UTMB, c'est une 2e place en 2022 à l'UTMB, c'est une 3e place en 2021 à l'UTMB. Bon. Le mec a construit son palmarès.
Donc tu peux légitimement accepter un abandon. Ça n'a aucune incidence. C'est presque même normal. En fait, je l'ai vu cette année, donc moi aussi j'ai été contraint à l'abandon. Bon, même si j'aurais pu finir, on va dire que ça revient au même, quoi. Je finis hyper loin, enfin voilà, l'objectif est pas rempli, etc. Mais je fais ça après 5 UTMB réussis. Alors par contre, si t'arrives dans une vague et que tu fais ça pendant X temps, tu vois, par exemple, le Tim Tollefson. Tim Tollefson, athlète Nike en 2015, deuxième de la CCC, 2016, je me rappelle plus ce qu'il a fait. 2017, il fait troisième de l'UTMB, athlète Oka, donc on imagine le contrat, etc. Et là, derrière, je le connais pas, donc je sais pas ce qui s'est passé dans sa vie, mais le trou noir. Abandon en 2018, abandon en 2019, abandon en 2021, abandon en 2022. En 2023, il reproduit un schéma stupide qui est de partir à l'avant de la course. Finalement, il abandonne pas. Il réussit à terminer 60e en 25 heures. Bon, c'est pas terrible, mais tu peux te dire, ah, ça y est, la cuisse s'est à nouveau endurcie. Et patatras, l'abandon en 2024. Donc là, tu te dis, bon, le mec est con. Comment il fait ? Bon, encore une fois, je le connais pas, hein. Il y a peut-être une justification à chaque fois, mais ça fait beaucoup quand même. Et surtout quand tu vois l'attitude du garçon, c'est-à-dire je pars devant et... T'as un autre cas qui m'a interpellé cette année, que j'arrive à comprendre finalement avec le recul, c'est le cas de Tom Evans, qui est un athlète aussi 100% professionnel. Et d'ailleurs, pour le coup, lui, je l'aime bien. Je le trouve vraiment très pro. Déjà, il a pas d'autre travail à côté. On va en parler de ça après. Et donc, il est sur 2 abandons de suite. Il a abandonné. Alors, en 2023, il fait un espèce de malaise avant d'arriver à Courmayeur, donc j'ai pas trop compris. Bon, du coup, il abandonne. En 2024, ça avait l'air bien parti, et il arrête vers Arnouva. Je crois que ça a été assez soudain également. Et en 2022, il termine 3ème, c'était sa première participation, il avait fait une très belle course. Première participation, peut-être moins de pression, partir plus doucement, remonter, tac, 3ème. Et en fait, le problème, c'est qu'en réalisant une 3ème place en 2022, Tom Evans s'est placé dans un mood où la progression, c'est faire 2ème ou 1er. Donc c'est très dur. Et il a assumé le choix de lui dire, je me prépare pour faire 2ème ou 1er. Maintenant, la réflexion qu'il faut se poser, c'est finalement, est-ce qu'il faut courir au contact du premier ou revenir un peu plus de l'arrière ? Quand on voit la course de Baptiste Chassagne cette année, qui est parti relativement vite, mais un petit peu moins que les grands favoris, il a gagné des places tout du long. Bon, quand vous regardez les chronos, il n'est pas parti doucement, hein. Il est quand même parti sur un certain rythme, mais progressivement, clac, 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 et à la fin, il est 2ème. Alors, par contre, maintenant, j'aimerais pas être à la place de Baptiste l'an prochain, parce que qu'est-ce qu'il y a de mieux que 2ème, c'est 1er. Bon, là, ça va être un peu dur. Donc, l'an prochain, bon, après, il est très intelligent, il va sans doute faire la part des choses et savoir se contenter... même s'il fait 5ème, ce sera énorme, tu vois. Tu fais 10, 1, 5, enfin voilà, ça a de la gueule, quoi. On peut prendre le cas d'Arthur Joyeux-Bouillon, qui est un athlète 100% professionnel, donc très respectable, payé par On, qui l'est depuis 2 ans, là, et qui réalise des très bonnes performances. 9ème place à l'UTMB 2022... Non, 7ème place à l'UTMB 2022, 9ème en 2023, et cette année il fait 6ème. Alors c'est mon ami. J'ai eu envie de lui mettre des tartes. Parce que, selon moi, il devait faire un podium cette année. Je trouve qu'il est parti beaucoup trop vite. Alors, il nous dit qu'il est parti à la sensation. Je le crois. Mais a-t-on besoin de distancer le groupe de favoris que composent Jim Wamsley et toutes les autres machines de 3 minutes dans la descente du Délévray à Saint-Gervais? Je suis pas sûr.
je pense qu'il vaut mieux rester un petit peu mesuré derrière eux, quitte à lâcher les chevaux plus tard. Maintenant qu'Arthur a vécu ses passages en tête, à Saint-Gervais, au Contamine, il était plus en tête, je crois. J'espère qu'il va arriver sur une gestion de course un peu plus pacifique. Parce qu'à mon avis, il a les capacités physiques. Quand tu vois Baptiste Chassagne qui fait 2ème, alors que l'an dernier il était derrière Arthur, tu te dis, mais putain, Arthur, mais tu avais la place! Il fallait le niquer, là, l'équatorien, la Joaquin Lopez, là, tu passais devant, là, comme ça, tu le poussais dans le ravin, là, et tu faisais un podium 100% français, putain, 1 Bouillard, 2 Chassagne, 3 Joyeux Bouillon. Et voilà, et putain. Bon, après, il fait 6ème, franchement, je sais pas si je suis capable d'endurer ce qu'il a enduré, parce qu'il souffrait vers la folie, mais il était dans un état. Et le mec s'est remobilisé pour les 50 bornes qui restaient. Il reste 6ème. C'est très impressionnant. Bon, lui, il a le podium dans les jambes. Et encore une fois, il fait les choses bien. Donc, au bout d'un moment, il va affiner le truc. Et voilà, ça va le faire. Mais pour l'instant, ça cavale un peu trop au début. Et à l'inverse, il se fait encore battre par Ludovic Pommeret. 2 ans de suite. Ludo qui part un petit peu plus cool, tu vois, il est avec moi au Contamine, il est encore avec moi à la Balme, et puis après il en met un petit peu, et voilà, il part un peu plus devant, et puis il termine 5ème. Donc ça fait 2 fois qu'Arthur voit passer son pote Ludo Pommeret, j'espère qu'il va s'en inspirer pour le futur, c'est comme ça qu'il va réussir. Alors Ludovic Pommeret, là, ça y est, on touche du doigt un premier truc, Ludovic Pommeret n'est pas 100% professionnel. Ludovic Pommeret travaille, donc c'est à peu près à 60% de son temps en Suisse, là, en tant qu'ingénieur ou je sais plus quoi. Donc, un peu à la cool, mais quand même, 3 jours par semaine, il faut, t'es au travail, t'es pas chez toi en train de te faire caresser par un masseur ou Dieu sait quoi. Donc il a, entre guillemets, une épine dans le pied. Méfiez-vous, je crois que l'an prochain, il a prévu de prendre sa retraite, pour ses 50 ans, il va se l'offrir. Méfiez-vous, l'animal va encore faire descendre son chrono, s'il fait il me régalerait à faire un podium pour ses 50 ans. Moi, c'est l'athlète que je préfère. C'est celui qui m'inspire le plus parce qu'il a tout réussi. Il a réussi à construire un patrimoine, une vie de famille, une vie d'athlète de haut niveau, et aujourd'hui, il va pouvoir récolter les fruits de son travail de l'ombre, hein. Vous savez pas ce qu'il a fait entre ses 25 et ses 45 ans, en gros. Et il va récolter aujourd'hui les fruits de son travail en explosant d'un point de vue sportif et donc médiatique, hein, avec sa victoire à la Hard Rock, ses progrès systématiques à l'UTMB qui sont complètement incroyables, et aussi en s'offrant une belle retraite. Quand on guide les Français vers une retraite à 70 ans, lui, hop, bras d'honneur au gouvernement. Écoutez les gars, et il a taffé, hein, pour ça, il a taffé, hein. Voilà, donc quand Arthur Joyeux Bouillon vous explique qu'entre 2 billes quotidiens, lui il fait une sieste et Pommeret il coule une dalle de béton, c'est une réalité qui s'est déroulée plus d'une fois. Hein, donc il a toutes les belles choses qui vont lui arriver, il les a largement méritées, il a travaillé pour ça, et c'est ça qui m'inspire. Et on a donc après, c'est Pommeret qui ouvre la porte. Dans ce top 10, vous avez Vincent Bouillard qui travaille comme ingénieur, qui n'est sponsorisé par absolument personne. Vous avez Gauthier Bonnecarrère qui travaille comme informaticien, alors je crois qu'il est pas tout à fait à temps plein, qui est un petit peu sponsorisé par la Sportiva, mais à mon avis ça allait pas chercher loin. Par contre là, pour le garder l'an prochain, il va falloir qu'il banque. Vous avez Yannick Noël qui touche 0 € pour la pratique de son sport, parce que Yannick adore le team Innovate et ne souhaite passer un team plus gros que si on met la caillasse. Vous la tirerez pas avec 10 000 €. Yannick, il veut la banque ou rien. Il reste avec ses potes, sinon. Et ça, vous le sauriez si vous aviez écouté l'interview que j'ai fait de lui après sa 3ème place en 12h16 au Lavaredo. Interview que nous retrouvons bien sûr sur Patreon pour une somme totalement dérisoire. Vous avez Baptiste Chassagne qui travaille un petit peu, hein, quand même. Alors bon, c'est pas le même travail que Yannick Noël, parce que Yannick Noël, donc on est sur un boulanger à plein temps. Le boulanger, le sommeil,
Voilà, quoi. Baptiste, bon, voilà, c'est de la rédaction web. On est allongé sur un lit avec des bottes de pressothérapie dans une tente hypoxique en répondant à des mails. Je dénigre pas, hein, pas du tout. Hein, je fais ça à 50% de mon temps. Mais c'est pas boulanger quand même. Alors Vincent Bouillard, pareil, il est ingénieur dans un bureau, voilà, tac, t'envoies 2-3 mails et le soir t'es tout frais pour aller courir. Hein. Ça c'est l'intérêt du métier de bureau. Enfin, c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait des études quand on est jeune. Voilà. Et exactement comme le dit aussi Casquette Verte, son métier c'est quoi ? C'est envoyer des mails. Alors évidemment, tu peux pas mettre une photo de ta bite, il faut faire des mails bien rédigés, voilà, avec des décisions parfois importantes, parfois lourdes de conséquences, etc., etc. Mais il n'en reste pas moins que tu utilises tes doigts pour taper sur un clavier en étant assis sur une chaise, dans une pièce qui est soit chauffée, soit climatisée suivant la saison, que parfois tu as même un petit vestiaire pour te changer, faire du sport à midi, venir en vélo, etc., etc. Et à côté de ça, tu as quelqu'un qui se lève à 2h du matin pour pétrir du pain, voilà. Qu'est-ce qu'on a après ? Alors je ne sais pas du tout ce que font Cody Lind, l'américain qui est 7ème, Manuel Anguita, l'espagnol qui est 8ème. Je pense quand même qu'il travaille, puisqu'il a écrit 2 fois dans sa biographie No Sponsor. Donc à mon avis, c'est un appel à l'aide. Et puis après, si on s'écarte du top 10, voilà, on peut citer l'exemple de mon frère, Aubin Ferrari, qui travaille 41 heures par semaine, puisque c'est un salarié suisse classique, qui travaille même d'ailleurs parfois un petit peu de nuit, dehors, sur les voies de chemin de fer, donc des fois il fait chaud, des fois il fait froid. Voilà, et il est 14ème en 22h32. Et à mon avis, le problème que disait Julien, on peut s'interroger de la 4ème place d'Hannes Namberger, l'allemand, qui est un coureur 100% professionnel. Et donc, ce coureur 100% professionnel s'est fait battre par Vincent Bouillard, ingénieur à 100%, Baptiste Chassagne, qui gère une agence de communication, les heures sont variables, Joaquin Lopez qui a une entreprise de coaching, et donc Hannes Namberger qui bénéficie de plus de temps pour s'entraîner et récupérer s'est fait battre par ces 3 personnes. Bon, ça, c'est comme si vous aviez en cyclisme Pogacar et Vingegaard qui se disputent dans le dernier col, et d'un coup Guillaume Martin les double, Guillaume Martin qui gère, alors c'est pas un complexe hôtelier, voilà, c'est un gîte ou je sais plus quoi, qui rédige des livres de philosophie pour les vendre, hein, donc ça prend du temps. Donc c'est quelqu'un qui travaille un petit peu à côté de son métier de cycliste professionnel, et il double un Tadej Pogacar et un Jonas Vingegaard qui eux sont 100% professionnels et qui du fait de leurs équipes étrangères ont accès à un petit peu plus de soins, on va dire entre guillemets, que les Français. Ce serait donc Tony Truant. Donc vous avez quelques exemples comme ça dans les cyclistes professionnels. Il y en a un qui travaille à la ferme de ses parents. Je crois que c'est le Belge Arnaud Delis, il me semble, qui fait quelques piges à la ferme. Mais vous en avez un d'AG2R, je sais plus comment il s'appelle. Il était à la ferme à côté. Donc vous avez quelques exemples comme ça. Vous avez Romain Bardet qui a fait, il a suivi des cours par correspondance, mais il a bricolé quand même un peu à côté. Mais du coup, ils gagnent pas en fait. C'est pas les top coureurs. Ils arrivent à être très bons, mais c'est pas les top coureurs. Et c'est vrai que l'équipementier de Hannes Namberger, qui lui donne un salaire annuel, pourrait dire, écoute Hannes, en fait je te donne ça, tu t'es fait battre par un mec qui a quasiment rien, en fait toi t'es viré et puis je vais payer l'autre mec parce qu'il est meilleur que toi. Il est meilleur que toi en travaillant, ça veut dire que si je le paye, il va être encore 2 fois meilleur. Ça c'est la théorie. Et donc toi t'es là, tu dis mais putain Alors, pour s'affranchir de tout ça, je vous donne un scoop, il y a autre chose qui va se passer, c'est que la Pro Trail Runner Association
va proposer une carte professionnelle. Donc certaines personnes auront le droit à cette carte professionnelle et d'autres non. Ce qui fait que malgré que vous preniez des grosses branlées sur les courses, eh bien vous pourrez continuer à conserver votre titre de professionnel auto-proclamé, parce que vous le mériterez pas trop, et du coup vous pourrez continuer à bénéficier de tous les avantages que vous avez. Vous verrez, ça va être mis en place comme dans le triathlon, tu payes ta licence professionnelle et derrière tu mets des grosses douilles à tous les autres pratiquants. Même si t'as pas leur niveau, c'est pas grave, on s'en fout, voilà, c'est du business. Voilà. Alors après, on a un vrai professionnel qui est Thibaut Barognan qui fait 12ème, mais encore une fois, après il faut regarder aussi les circonstances, c'est-à-dire que Thibaut faisait cette distance pour la première fois. Il réalise cette distance pour la première fois, il est plutôt à l'avant de la course, ok, il coince un peu à la fin, mais pas trop, il s'accroche, il s'arrache. Putain, il finit 12ème en 22 heures ou justement. C'est excellent. Tu vois, le mec, il se lance dans son premier truc, tac, il pose les bases, quoi. Donc là, c'est tout à fait acceptable, il n'y a aucun problème. Mais après, après, il y a Katy Scheid, mais elle gagne chez les dames, bien sûr. Après, je vois pas trop d'autres athlètes professionnels. Où sont-ils passés ? Pau Capel, c'est facile. Il a abandonné en 2024, en 2023, en 2022. En 2021, il s'est fait opérer des genoux parce qu'il a une pratique du sport qui est complètement déraisonnable. Donc je ne sais pas ce que fait son entraîneur. Il suce des noix de coco, j'en sais rien. Mais c'est n'importe quoi. Et vous avez The North Face qui signe le chèque chaque année. Tiens, Pau. Alors, il y a des faits intéressants sur Pau Capel. C'est-à-dire qu'en 2024, il n'a fait aucune course qui est à côté au-dessus de 820, et en 2023, il n'a fait aucune course qui est à côté au-dessus de 850. Et cette personne se revendique comme étant professionnelle. Il a des résultats inférieurs à mon frère Aubin Ferrari, qui travaille 41 heures par semaine en Suisse, parfois dehors. L'an dernier, en 2023, il a fait 14 nuits avant l'UTMB, il a rien dit à personne. Bon, après, il a eu un petit souci, il a abandonné. Et puis à côté de ça, vous avez un professionnel qui se permet d'abandonner 4 fois de suite la seule compétition mondiale de son sport, quoi. Et qui continue à encaisser les chèques chaque année à la banque, quoi. C'est quand même troublant. Après, si les marques sont contentes de payer des mecs qui les représentent via des résultats nullissimes, mais des belles photos sur Instagram et des stories, putain, des collabs, des collabs. Et tant mieux que des coureurs à pied arrivent à drainer un peu de pognon des marques qui travaillent avec certaines marges. Tant mieux pour eux, mais est-ce que c'est mérité ? Effectivement, Julien, on peut se poser la question. Alors après, il faut regretter aussi que souvent les marques, elles y pannent pas grand-chose, donc on peut leur mentir facilement. C'est-à-dire que quand on signe le contrat d'un athlète, en général, il n'y a aucun objectif. Ouais, je sais, c'est troublant. On lui dit pas, tu vas faire quelle course l'an prochain ? Ça et ça, ok ? Tu vises à peu près quelle place, quel chrono ? Et si l'athlète ne réussit pas la place et le chrono visé, il faut qu'il soit en capacité de vous l'expliquer parce que vous êtes son employeur. Donc si votre employé ne réussit pas ses objectifs, il faut qu'il vous explique pourquoi. Enfin, je sais pas, moi j'ai été ingénieur, à un moment donné tu dimensionnes un projet, tu dis voilà, ce projet je le fais en 3 mois, ton manager il vend le projet à l'entreprise pour un travail de 3 mois, il est dimensionné en temps et en argent, si toi tu mets 6 mois au lieu de 3, t'as pas pu bosser sur un deuxième projet, donc t'as ralenti l'entreprise s'est pris des pénalités de retard parce que le livrable n'a pas été livré à la bonne date, et tu es puni. Et là, les mecs, ils font n'importe quoi, il n'y a pas d'objectif, rien n'est chiffré, il n'y a pas de progression dans le temps. Quelle est ta vision à 5 ans, Pau Capel ? Abandonner une 25e fois l'UTMB ? Il y a rien, en fait. Bon, je prends lui en exemple parce que c'est le plus visible, mais on pourra en prendre d'autres. Pourquoi dans les contrats, c'est pas marqué, ouais, dans 5 ans, vous allez faire quoi et comment vous allez faire pour y parvenir ? C'est qui votre entraîneur ? C'est qui votre préparateur physique ? C'est qui votre coach mental ? La nutrition, ça se passe comment chez vous, etc., etc. Enfin, c'est ça, un professionnel. Ouais, non, mais en fait, moi j'attrape des tucs au ravito si j'ai un peu faim, puis si j'ai envie de boire, je prends l'eau dans un ruisseau. Non, mais ça c'est Tarzan, c'est pas un athlète professionnel.
Donc voilà, effectivement, Julien, moi je suis comme toi, je me pose beaucoup de questions, je me demande pourquoi certaines marques dépensent certaines sommes sur certaines personnes. Mais encore une fois, ça me dérange pas parce que je ne me sens pas vraiment lésé. C'est-à-dire que je ne pense pas pouvoir prendre leur place, donc au final, bah voilà, elles le dépensent pour faire ça. Je trouve que c'est une somme d'argent qui est mal utilisée, on pourrait mieux faire ailleurs. Mais si on veut se pencher par là, sur chaque marque, on pourrait se poser la question de comment elle utilise son argent, etc. Dans ses campagnes de com, dans ce qu'elle fait autour des courses. Bon, bref, tu pourrais te poser d'autres questions. Mais c'est vrai que sur les athlètes, tu peux te demander... Et puis t'as des athlètes qui se proclament professionnels alors qu'ils ont un travail à côté. Ah mais qu'est-ce que c'est que ça ? J'écoutais un podcast, alors je vais pas le citer, parce qu'il m'a rendu un peu triste, j'étais déçu pour la personne. Mais vous avez une personne qui se dit athlète professionnel et qui a un métier à 100% à côté. Mais tu n'es pas athlète professionnel, puisque tu mets le réveil tous les matins pour aller t'entraîner tôt avant le travail. Tu es juste quelqu'un qui cumule 2 emplois. T'as ton emploi, et t'as trouvé un pigeon pour te donner de l'argent en plus de ton emploi classique. Et du coup, tu prends des branlées sur les courses que tu fais, mais le pigeon continue à être pigeonné et à te donner de l'argent. Et par contre, du coup, il va pas donner de l'argent à quelqu'un qui serait capable de faire, parce que c'est un sacrifice. Moi, aujourd'hui, je pourrais arrêter d'être speaker, je pourrais arrêter le Patreon, etc. et je pourrais vivre comme un professionnel en ne faisant rien du matin au soir. Alors c'est pas grâce à l'argent de mes sponsors, hein, c'est grâce au trésor de guerre, on va dire. Mais aujourd'hui, si je vais faire speaker sur des événements, c'est parce que j'aime ça. Bon, si tu me payes pas, je viens pas, hein, j'ai la flemme. Mais je viens pas parce que j'ai réellement besoin de l'argent en fait. Bon, je le prends, hein, évidemment. Sinon, je fais une sortie en famille, hein, je m'en fous. Mais aujourd'hui, je pourrais tout arrêter, en fait. Et pourquoi je le fais pas ? Parce que... déjà, j'aime un petit peu ce que je fais. Parce que j'ai envie de continuer à accumuler les richesses. Parce que j'ai un projet à plus long terme. Voilà, donc je vous renvoie à Ludovic Pomeray, qui m'inspire beaucoup. Effectivement, je n'ai pas, donc Hugo Ferrari n'a pas le courage de tout envoyer chier et de vivre comme un professionnel du matin au soir. Je peux le faire, mais je choisis de ne pas le faire parce que je n'en ai pas le courage. Dire non à un emploi entre guillemets facile, rémunéré et stable, bon, c'est pas le métier de speaker, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais vous prenez ce qui vous apporte une source de revenus tous les mois, vous l'envoyez chier parce que vous êtes capable d'assurer les factures en ne faisant que du sport du matin au soir et rien d'autre. Je n'en ai pas le courage aujourd'hui. Ça viendra plus tard. Je vous tease un peu la suite. Mais aujourd'hui, je dois reconnaître que par rapport à un Arthur Joyeux-Bouillon qui a eu le courage de dire non à toutes les sollicitations pécuniaires. Il était gendarme, il a arrêté, il a voulu faire un peu de coaching, finalement voilà, ça lui plaît pas trop, je sais pas s'il a arrêté ou s'il va le faire. Mais lui, voilà, du matin au soir, c'est le sport. Et je trouve ça absolument magnifique, quelqu'un qui se livre à 100% à, du coup, son travail. Parce que On le paye pour faire ça, là, pour faire 6ème à l'UTMB. Puis l'an prochain, il fera 3ème parce qu'il sera plus raisonnable au début. Et ils le payeront encore plus, etc., etc. Je suis admiratif de ces gens-là qui ont eu le courage de dire non à certaines... Parce qu'ils pourraient. Il pourrait faire d'autres trucs. Il pourrait meubler son temps libre et au lieu de faire 6ème à l'UTMB, il ferait 12ème. Et il arriverait à faire continuer le narratif et à continuer à prendre de l'argent à droite à gauche et accumuler donc de l'argent lié à ses revenus, à son activité sportive et de l'argent lié à une autre activité. Voilà, il pourrait... Eh ben non, il refuse tout et il ne fait que du sport, du matin au soir, et il performe dans son sport. Et ça, c'est magnifique. Et ça, aujourd'hui, je n'ai pas eu le courage de le faire.
parce que c'est une prise de risque, parce que socialement c'est très peu accepté en France, où dès que vous faites quelque chose de différent de la moyenne, vous êtes perçu comme un hurluberlu, quand dans d'autres pays, d'autres cultures, on vous encourage à le faire. Bon bref, c'est pour ça que les Français sont en général des guignols, mais pas vous qui m'écoutez, vous êtes un petit peu au-dessus de la masse quand même si vous n'êtes pas tous patriotes, et ça je le regrette chaque jour que Dieu fait. Bref. Voilà, écoutez, c'est parti un petit peu dans tous les sens, mais je pense que vous avez compris le propos, et on va s'arrêter là. Pour aujourd'hui, parce que j'ai soif, et j'ai oublié d'amener ma bière de récup avec moi, donc tous ceux qui se plaignaient que je faisais des bruits de bouche dans les podcasts, aujourd'hui vous devriez être ravis, puisqu'il n'y en a pas eu, et je vous dis donc à la semaine prochaine. Alors, je voulais aussi vous féliciter pour les questions que vous m'avez envoyées, là j'en ai 5-6 qui sont excellentes, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les envoyer par mail, pour que je les classe dans leur petit dossier exprès. Et sinon, chers patriotes, écoutez, rendez-vous vendredi, il y a 22 minutes de film, Notre-Dame de la Gorge, il y a des hommes torse nus avec des épées et des casques, ça va être magnifique, très sympa. Voilà. À vendredi, chers patriotes. À mercredi prochain, mes amis gueux. Salut. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie, en tant que fidèle patriote, de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.